Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Le premier budget du quinquennat Macron a été annoncé hier en Conseil des ministres. Une baisse d'impôts moins importante que prévu, des changements notamment au niveau de la CSG et de la taxe d'habitation. Plus d'informations dans ce journal. Les insoumis appelaient les retraités à manifester ce matin à Lannion. Les retraités se retrouvent perdants face à l'augmentation de la CSG annoncée hier. Jordan Guérin-Morin est allé sur place. Mardi dernier, Lannion-Trégor Communauté a annoncé lors du Conseil des communautaires le lancement d'une étude sur la construction de la rocade sud à Lannion. Des explications sur l'avancée du projet dans cette édition. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Le premier budget du quinquennat d'Emmanuel Macron a été dévoilé hier. Nous en connaissions les grandes orientations, mais maintenant, tout est figé. Il y aura 7 milliards de baisse d'impôts, autrement dit, 3 milliards de moins qu'annoncé. Les détails avec Magali Boisin. Lourd dossier à la main, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin viennent de présenter le premier budget du quinquennat, avec toujours une priorité affichée, la réduction du déficit public. Il devrait passer de moins 2,9% du PIB cette année à moins 2,6% en 2018. Pour y parvenir, le gouvernement table sur une croissance qui accélère, plus 1,7% l'an prochain. Mais il revient aussi sur une promesse. Les baisses d'impôts ne seront en début d'année que de 7 milliards d'euros et non pas 10 comme prévu. Une occasion manquée pour la droite de baisser la pression fiscale sur les Français. On voit bien que la fiscalité qui devait être plus baissée l'est moins que prévu. On gâche une bonne partie de cette croissance et c'est dommage. On ne va pas au fond des choses, on ne va pas au bout des choses. On laisse les choses au milieu du gué. Des ambitions revues à la baisse également sur les économies. 16 milliards d'euros et non pas 20 de baisse des dépenses publiques, déjà trop pour la France insoumise. 16 milliards en moins pour 2018, c'est là encore beaucoup moins d'argent pour les dépenses, pour les recettes, les services publics, beaucoup moins d'argent aussi pour relancer l'activité économique parce que les dépenses de l'État servent l'activité économique, donc c'est un budget qui va nous emmener dans le mur. Grand perdant de ces coupes budgétaires, le logement, moins 1,7 milliard d'euros d'aide l'an prochain. Et l'emploi, avec 1,5 milliard d'euros de moins pour les contrats aidés. A l'inverse, certains ministères voient leur budget augmenter, la défense, plus 1,8 milliard d'euros, l'intérieur, plus 1,6 milliard, notamment pour renforcer les effectifs des forces de l'ordre, et une rallonge de 700 millions pour l'enseignement supérieur, des missions jugées prioritaires par le gouvernement. Bonjour Valdemar Delage. Bonjour Dorian. Plusieurs bouleversements sont à prévoir, notamment pour les ménages. Oui, tout à fait, à commencer par la taxe d'habitation. Emmanuel Macron l'avait annoncé, il va l'appliquer l'an prochain. 80% des foyers français seront exonérés d'un tiers de cette taxe au moment du paiement en novembre. La mesure sera valable jusqu'à 30 000 euros de revenus annuels et coûtera environ 3 milliards d'euros à l'État l'an prochain. A l'inverse, la CSG va augmenter de 1,7 points pour atteindre 9,2% de tous les revenus, à savoir salaire, pension et revenus du capital en 2018. Ainsi, un couple touchant le SMIC devrait percevoir environ 540 euros de plus par an, alors que les retraités touchant plus de 1 200 euros, eux, seront largement impactés par la hausse de la CSG. Ils ont d'ailleurs été invités à manifester car ils ne bénéficieront pas des contreparties que pourront toucher les salariés du privé, les indépendants ou les fonctionnaires. Donc au total, près de 6,6 milliards nets de baisse d'impôts sont prévus contre les 10,3 milliards promis. Pour contrebalancer cette perte de revenus, l'État devrait se servir sur les taxes vers le tabac et l'essence. Et qu'en est-il des impôts sur les capitaux ? Alors, côté fiscalité du capital, l'impôt sur la fortune sera transformé au 1er janvier 2018 en impôt sur la fortune immobilière, dont seront exonérées les valeurs mobilières comme les actions ou les parts d'entreprise. Par ailleurs, un prélèvement unique de 30% s'appliquera à tous les revenus du capital comme les intérêts, les dividendes ou les plus-values de cession. Néanmoins,
un contribuable pourra toujours choisir entre l'ancienne formule ou la nouvelle formule de l'impôt sur le revenu en fonction de ce qui sera plus avantageux. Pour les entreprises, il y aura une fonte du taux d'impôt sur les sociétés jusqu'à 25% en 2022. Ça devrait être acté rapidement dans le budget, un taux qui s'élève actuellement à 33% et la baisse sera progressive, une mesure que nos voisins britanniques et allemands ont déjà mis en œuvre. Globalement, quels sont les objectifs du président Macron ? Concrètement, le budget 2018 prévoit de ramener le déficit public donc à 2,6% du PIB contre 3,4% fin 2016 et d'enrayer la dérive des dépenses publiques s'élevant à 54,5% du PIB. Initialement, le chef de l'État visait 20 milliards d'euros d'économies dès l'an prochain sur les 80 milliards prévus d'ici à 2022. Finalement, Emmanuel Macron a revu ses ambitions à la baisse. L'objectif a été ramené à 16 milliards, dont plus de la moitié pour l'État. Des économies perçues d'abord dans la baisse des APL ou des contrats aidés, pour ne citer que les points les plus importants. Pour rappel, François Hollande avait une ambition similaire avec son plan de 50 milliards, mais n'avait rempli qu'à peine plus de la moitié de ses promesses. Merci Valdemar. Merci Dorian. Les ministres de la Santé, Agnès Buzyn, et des Comptes publics, Gérald Darmanin, ont dévoilé devant la Commission des comptes de la sécurité le budget de la sécurité sociale pour l'année 2018. Au programme, hausse du forfait de séjour à l'hôpital, revalorisé à 18 € par jour, et hausse du prix de paquets de cigarettes qui devrait augmenter progressivement pour atteindre 10 € en 2020. Côté retraite, le gouvernement souhaite reporter d'octobre 2018 à janvier 2019 la revalorisation des pensions. Après Alstom hier, c'est au tour de STX de passer sous le pavillon d'un de nos voisins européens. L'italien Fincantieri va prendre le contrôle des chantiers navals de l'entreprise. Les deux pays ont trouvé un accord annoncé hier à l'issue du sommet franco-italien. Fincantieri détiendra 51% du capital, mais 1% seront des titres prêtés par l'État français pour 12 ans. Explication de Tiffaine de Tricorneau et Antoine Placier. Une poignée de main et un accord après des semaines de tension entre Paris et Rome. Les chantiers navals STX deviendront bien italiens. Nous pouvons l'un et l'autre dire aujourd'hui que c'est un accord gagnant-gagnant, parce que si on ne gagne pas ensemble, on perd tous les deux. À Saint-Nazaire, ce mariage divise et inquiète certains salariés. J'aurais préféré que l'État français prenne le contrôle. Pourquoi ? C'est une entreprise française, c'est un fleuron de l'entreprise française. J'aurais aimé que ça reste. Tant que l'emploi reste pour STX et qu'il n'y aura pas de changement spécifique pour la France, voilà, après c'est un arrangement financier, je pense, surtout avant tout. Pourtant, depuis mai dernier, Paris bloquait ce rachat, allant jusqu'à nationaliser les chantiers pour garder l'un de ses fleurons. 4 mois plus tard, la bataille navale est gagnée par l'Italie. Officiellement, les deux pays auront chacun 50% de STX. Mais l'État français va prêter 1% de ses parts pendant 12 ans à l'Italie, qui deviendra donc de fait majoritaire avec 51%. La direction de l'entreprise sera nommée par les Italiens. La France garde un droit de veto sur les questions stratégiques, comme le maintien de l'emploi garanti pendant 5 ans, le savoir-faire ou les investissements. Si l'Italie ne respecte pas ses engagements, l'État français pourra récupérer ce pourcentage stratégique. Les deux pays vont également ouvrir des négociations pour créer ensemble un leader européen de la construction navale militaire. Au total, cette opération de rachat coûtera à la France et à l'Italie environ 120 millions d'euros. À Lannion, les retraités manifestaient ce matin contre la hausse de la CSG. Son augmentation de 1,7 point par le gouvernement d'Édouard Philippe fait craindre une baisse du pouvoir d'achat des retraités. Jordan Guérin-Morin était sur place. Une centaine de personnes étaient réunies ce matin devant les marches du palais de justice de Lannion. Ils ont répondu à un appel de la CGT retraitée, de l'intersyndicale et de la France insoumise. Ils ont manifesté contre l'augmentation de la CSG, la cotisation sociale générale. Ils se sont ensuite déplacés vers le marché de Lannion où ils ont distribué des tracts pour inviter les habitants à la discussion. Si tu veux que je lance un petit peu avant, quoi. Les aides au maintien pour l'agriculture biologique seront supprimées en 2018. Un exemple dans l'exploitation de Quemaria Sud où Joachim Gonzalez s'est rendu. Dans cette exploitation, on paye plus cher pour produire plus sain. Des vaches, des lapins, des fruits et des légumes sont tous produits sous label biologique.
Ce modèle est moins rentable qu'une production conventionnelle. Cette ferme a pu subvenir à ses besoins grâce à plusieurs subventions, des aides à la transition à ses débuts, puis des aides au maintien. 15 000 exploitants pourraient être touchés par la suppression de ces dernières dans les prochains mois. L'aide en maintien, tout simplement, c'est 2 fois 2 500 € qui vont être supprimés dans l'année. Donc en revenu, c'est tout simplement 2 fois 2 500 €. Après, quand l'exploitation tourne bien, c'est juste un manque à gagner. La ferme est en pleine croissance, ses revenus ont augmenté. Le marché du bio est estimé à plus de 7 milliards d'euros pour l'année 2016, avec une croissance de 20% par rapport à 2015. Le gouvernement considère que l'exploitation peut se suffire à elle-même. Les aides étaient jusqu'ici partagées entre la France et l'Europe. À partir de 2018, le seul argent des fonds européens sera attribué aux exploitations qui se convertissent au bio. Ceux qui sont déjà en bio, en général, quand on est depuis un moment, on y reste puisque c'est par conviction. On essaye de ne pas tuer les gens avec nos produits et on essaye de les nourrir. La vocation première d'un agriculteur, c'est ça. L'État permet aux régions de continuer à financer les aides au maintien, mais pour cela, elles ne devront pas mobiliser les crédits du ministère. Il y a 3 semaines, le cyclone Irma dévastait l'île de Saint-Martin. Depuis lundi, une rentrée des classes partielle est mise en place. Les élèves sont accueillis dans des conditions très sommaires. Pour pallier la destruction de la majorité des établissements, des préfabriqués ont été envoyés sur place. Simon Derien, comment s'est passée cette rentrée ? Elle s'est passée plutôt mal. Depuis lundi, les écoliers, collégiens et lycéens sont de nouveau accueillis dans des conditions plus que sommaires. Le programme national en vigueur dans tous les établissements français n'est absolument pas respecté. Ils se verront proposer des activités dites ludiques et pédagogiques, mais l'idée d'un cours traditionnel reste encore très loin. Dans quelles conditions matérielles les élèves sont-ils accueillis, Simon ? Eh bien, seulement 3 établissements sont en capacité d'accueillir des élèves, 6 autres ont été détruits partiellement. Ils devraient être utilisables à la fin des vacances de la Toussaint. Enfin, les établissements en rouge ont été directement exposés aux vagues submersives et aux inondations. Ils sont détruits totalement depuis le passage de l'ouragan Irma. Pour pallier à ce manque, des préfabriqués sont arrivés par avion de Guadeloupe dimanche dernier. Certains élèves se retrouvent donc accueillis dans des installations plus que sommaires, pas de climatisation, pas d'eau. La seule chose qui les raccroche à la réalité, c'est l'électricité. On sait que plus de 8000 personnes ont quitté l'île depuis le passage d'Irma. Qu'en est-il des moyens humains ? Eh bien, certains enseignants ont quitté l'île, ce qui pose un vrai problème. Plutôt que de recruter des vacataires, le ministère de l'Éducation nationale a lancé un appel aux bénévoles. Depuis hier, un formulaire de recrutement est disponible sur le site internet de ce dernier. Enfin, il espère assurer la période de transitoire de cette façon, et cette mesure montre particulièrement bien la difficulté dans laquelle se trouve le gouvernement actuellement. Pour l'instant, il est donc encore difficile de parler de rentrée scolaire, c'est plus un accueil individuel et très limité qui est mis en place. À partir de quand le retour à la normale, Simon ? Après les vacances de la Toussaint, la situation devrait généralement s'améliorer. Les bâtiments les moins endommagés devraient être restaurés, mais le Premier ministre a lui annoncé qu'il serait présent sur l'île de Saint-Martin à cette période pour faire un point sur la situation. Merci Simon pour ces précisions. Un séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter a été ressenti cette nuit près de Rennes et ses alentours, selon le réseau national de la surveillance sismique. L'épicentre a été localisé à Teil-de-Bretagne, au sud-est de la ville. La Bretagne est la 3e région la plus sismique de France. On dénombre dans la région environ 80 séismes chaque année. Dans la plupart des cas, les secousses ne dépassent pas une magnitude de 2 à 3. Lannion-Trégor Communauté a voté mardi soir le lancement d'études sur la rocade entre Buhulien et Ploirette. Brigitte Grouan, maire de Ploubert, est intervenue. Elle demande à LTC la transparence. Reportage d'Alexandre Audic et Jordan Guérin-Morin. C'est une avancée dans un projet qui dure depuis plus de 10 ans. En lançant de nouvelles études, les élus de Lannion-Trégor Communauté vont préciser le parcours de la future rocade. Joël Lejeune précise toutefois qu'aucune décision ne sera prise avant 2020. Je crois qu'il faut faire cette étude, voir exactement qu'est-ce que ça peut donner, voir si c'est possible de contourner le bourg de Ploubert, parce qu'il y a eu beaucoup d'urbanisation un petit peu partout, et puis décider ensuite en parfaite connaissance de cause de la faire ou de ne pas la faire. L'étude doit aussi préciser l'impact écologique de la rocade sur la vallée du Léguerre. Pour le contournement de Ploubert, les élus envisagent la création d'un rond-point derrière l'hypermarché. La maire Brigitte Grouan a demandé un accès aux résultats des études. Il y aura des impacts, donc c'est normal qu'il faut la transparence. C'est ça la démarche participative et la conduite démocratique de projets. Si on veut qu'ils aboutissent, c'est
il faut aller vers la population. Mais aujourd'hui, où en est le projet ? Avec le contournement de Ploubert, Brigitte Gourand craint une baisse de fréquentation des commerces. Selon elle, les voitures ne s'arrêteraient plus dans le bourg. En 2014, avant le contournement, elle craignait un report de la circulation dans la ville. De nouvelles discussions vont donc être engagées, mais les consultations de la population ne débuteront pas avant 2019. Les pompiers de Lannion dans la tourmente. La stabilité de leurs effectifs est menacée par une nouvelle mesure du service départemental d'incendie des secours des Côtes-d'Armor. Aurélien Defer s'est rendu à la caserne de Lannion. Ici à la caserne de pompiers de Lannion, les esprits commencent à s'échauffer. En cause, la réorganisation départementale des effectifs. Cette nouvelle organisation, qui entrera en vigueur à partir de janvier 2018, prévoit notamment la réduction du nombre de pompiers de garde la nuit. Cédric Martineau, le commandant de la compagnie lannonaise, craint cette nouvelle mesure. Il craint que les pompiers professionnels ne travaillent plus que le jour et par conséquent que les pompiers volontaires soient seuls de garde la nuit. Le conseil administratif du 10-22 doit encore adopter cette mesure ou non. Rendez-vous le 6 octobre à Saint-Brieuc. Les restaurants universitaires changent leur menu. Ces selfs, qui nourrissent étudiants et enseignants, auront l'obligation d'ici décembre de proposer un repas végétarien. Reportage d'Oriane Duroc. Lundi, mardi et mercredi se tenait à Lannion une collecte de sang. Tout le monde n'est pas autorisé à donner. Avant de voir une aiguille, les donneurs répondent à un questionnaire qui fait débat. Les questions sur les relations sexuelles entre hommes n'étonnent pas l'équipe de l'établissement français du sang. Les explications de Lucie Bedet et Briac Julien. Chaque jour en Bretagne. Dans la région, des collectes de sang sont organisées tous les 2 mois pour éviter la pénurie. Hervé Lestic est donneur depuis qu'il a 18 ans. 120 dons plus tard, il connaît bien la procédure. Avant de donner son sang, il s'identifie et remplit un questionnaire. Un entretien médical et un test sanguin plus tard, c'est bon. Il donnera un demi-litre de sang aujourd'hui. Pourtant, tout le monde ne peut pas donner son sang et les raisons sont diverses. Si on a eu des piercings, si on est séropositif, s'il y a des antécédents familiaux. Dans le questionnaire, beaucoup de contre-indications au don. Pour les hommes, un rapport homosexuel dans les 12 mois précédant la collecte est rédhibitoire. En cause, 2 questions jugées discriminatoires et dénoncées par la communauté LGBT. Pour les hommes, avez-vous eu dans les 12 derniers mois un rapport sexuel avec un autre homme ? Pour les femmes, avez-vous eu un rapport sexuel avec un homme qui, à votre connaissance, a eu un rapport sexuel avec un autre homme dans les 12 derniers mois ? En cas de réponse positive, le donneur est refusé. Pas d'examen médical ni de test sanguin, les pratiques sexuelles de l'individu l'empêchent de donner. Du côté de l'équipe médicale, on soutient ce qu'on appelle une politique de prévention. Il ne faut pas voir cette mesure pour l'individuel. Il s'agit ici de soigner des patients. Quand il y a plus de risques infectieux, nous devons être vigilants pour la sécurité du receveur. En 3 jours, près de 300 personnes se sont déplacées pour donner leur sang. Les médecins ont comptabilisé un taux de refus de 12%, le plus souvent pour des soins médicaux ou en raison d'un poids trop faible du donneur. Prochaine collecte dans 2 mois. Le conseil communautaire de Lannion a validé mardi à une très large majorité la création d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale. Les services d'accompagnement et d'aide aux soins auprès des personnes handicapées seront mutualisés. La mesure concerne plus de 2200 bénéficiaires répartis sur 80% du territoire communautaire. Une bande dessinée sur le dossier complexe des algues vertes. Dans le dernier numéro de la revue Dessinée, la journaliste Inès Léraud publie une enquête sur le sujet, sur la plage empoisonnée. Elle raconte ses 3 dernières années passées sur le terrain. J'ai rencontré un salarié d'une coopérative agricole qui était ouvrier chez Triskalia, qui avait été gravement contaminé par un insecticide. Et donc, après cette rencontre, j'ai commencé une enquête sur Triskalia en 2014. Donc, petit à petit, pendant 2 ans, j'ai enquêté. Avant de sortir la presque totalité de l'enquête, comme on a fait dans la revue Dessinée, j'ai fait 2 émissions sur France Culture. L'une sur les urgentistes de Lannion, l'autre sur la mort de Thierry Morfoise. J'avais pas franchi le pas de proposer le projet, et c'est la revue Dessinée qui m'a contactée quand elle a vu que je faisais de l'enquête au long cours en Bretagne, ça m'intéressait. Elle m'a dit, m'a proposé de lui proposer un sujet, et je lui ai proposé le dossier des algues vertes. Le dessinateur en fait a déjà bien avancé sans venir sur le terrain, en écoutant mes enregistrements, en parlant avec moi, en lisant ce que j'avais écrit, et puis pour les images, en se documentant, mais
voit énormément. Je ne sais pas comment il a fait sur Internet, en prenant des photos des personnages, en regardant des images des personnages, des lieux. Il arrivait à reconstituer complètement un lieu, une personne. C'était vraiment hyper ressemblant, même avant de venir sur les Football lieux. maintenant, Didier Deschamps a annoncé à 14h sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France qui se joueront en octobre. Les Bleus y joueront leur qualification pour la Coupe du Monde. Bonjour Joachim. Bonjour Roxane. Que doit-on retenir de cette liste ? Bien, Didier Deschamps n'a pas offert de surprise majeure. Il s'agit d'une liste de 23 joueurs. Le capitaine Hugo Lloris est appelé dans les buts, Laurent Koscielny en défense, N'Golo Kanté au milieu ou encore Antoine Griezmann et Kylian Mbappé en attaque. Raphaël Varane et Dimitri Payet font quant à eux leur retour dans le groupe. Le sélectionneur a malgré tout dû composer avec certaines blessures. Celle de Paul Pogba est sans doute la plus préjudiciable. Le Mancunien sera remplacé par Moussa Sissoko dans le groupe de Deschamps. Autre absence à noter, celle d'Ousmane Dembélé et de Benjamin Mendy, blessés de longue date, remplacés tous les deux par Kingsley Coman et Lucas Digne. Et quel programme attend l'équipe de France, Joachim ? Eh bien tout d'abord, les Bleus se rendront en Bulgarie le samedi 7 octobre. Ils recevront 3 jours plus tard la Biélorussie au Stade de France pour le dernier match de ces éliminatoires. Ils devront remporter ces 2 confrontations pour s'assurer une place en Russie l'été prochain. Merci beaucoup. Emmanuel Macron rencontrera Angela Merkel en fin de journée à Tallinn, à la veille du sommet européen. Le président a décidé d'écourter sa visite à Lyon pour se rendre plus tôt dans la capitale estonienne pour une rencontre avec la chancelière allemande. Il sera notamment question des propositions françaises de refonte de l'Union européenne. Le sommet européen de vendredi, au départ prévu sur des sujets portant sur le numérique, devrait finalement être consacré aux réactions des 27 devant la réforme de l'UE présentée mardi par Emmanuel Macron. Elle propose notamment une convergence sociale et fiscale ainsi qu'une force militaire commune en assumant une Europe à plusieurs vitesses. C'est la fin de cette édition. Merci à tous d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous de l'actualité à 16h.